Une guerre se mène en silence, loin des caméras. Ces armes, ce ne sont pas des canons, mais des rumeurs, des alliances, des trahisons. Et le champ de bataille, ce sont les couloirs feutrés du football africain. On n'est plus du tout dans le sport là, c'est une lutte pour le pouvoir. Le pouvoir absolu au sein de la Confédération africaine de football, c'est une véritable guerre des trônes. Et tout semble avoir été mis à feu par un événement qui, sur le papier, paraît presque secondaire. L'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations féminines, qui devait se tenir au Maroc. Comment est-ce qu'un tournoi de foot féminin a pu devenir l'épicentre d'un tel séisme politique? Est-ce qu'on assiste à la fin de l'hégémonie marocaine sur le football du continent? C'est le symptôme parfait d'une maladie bien plus profonde. Cet événement, en fait, c'est la manifestation publique d'une rupture. Une rupture qui couvait depuis des mois. Totale, personnelle et même violente entre deux hommes qui hier encore étaient les meilleurs alliés du monde. Le Marocain Fouzi Lekdja et le président de la CAF, le Sud-Africain Patrice Motsepe. Attendez, juste pour que tout le monde suive bien, rappelons qui sont ces deux hommes. Fouzi Lekdja, c'est le patron tout-puissant de la fédération marocaine, mais c'est bien plus que ça, c'est une figure centrale, un faiseur de roi à la CAF ces dernières années. Tout à fait. Et en face de lui, Patrice Motsepe, le président sud-africain de la Confédération. Un milliardaire qui a été porté au pouvoir, il faut le dire, en grande partie grâce au soutien de Lekdja. Ils semblaient inséparables. Alors, que s'est-il passé? Qu'est-ce qui a pu provoquer une confrontation pareille? Le point de bascule, le moment où tout a volé en éclats, ce sont les sanctions. Celles imposées au Maroc après la finale de la CAN des moins de 23. Cet événement, qui a été perçu comme une humiliation terrible au Maroc, ça a été le détonateur. Ah oui? Ça a considérablement affaibli la position de Lekdja. Il est apparu comme incapable de protéger son propre pays. Et cette brèche, eh bien ses adversaires, menés par Motsepe lui-même, s'y sont engouffrés. Immédiatement. Le pouvoir, ça ne se partage pas, ça se prend. Motsepe a senti qu'il pouvait enfin s'émanciper d'une tutelle qui devenait beaucoup trop pesante. Donc on parle d'un duel entre deux hommes, mais dans ce genre de conflit, le chaos profite souvent à d'autres. Est-ce que Motsepe est vraiment seul à la manœuvre ou est-ce qu'il y a d'autres acteurs dans l'ombre qui tirent les ficelles? C'est là que ça devient fascinant. Ce n'est pas un simple duel, c'est une reconfiguration complète de l'échiquier. On observe plusieurs factions qui s'agitent en coulisses. D'un côté, il y a ce qu'on pourrait appeler les gardiens de l'ancien ordre. C'est-à-dire? Ceux qui veulent à tout prix réconcilier Lekdja et Motsepe. Pas par amitié, non, mais pour préserver un système qu'ils connaissent bien, un système dont ils profitent depuis des années. Ils tentent désespérément de colmater les brèches en secret, de sauver les meubles. C'est un schéma classique dans toute lutte de pouvoir, n'est-ce pas? Les conservateurs qui veulent garder le système qui les a fait rois. Et j'imagine qu'en face, il y a les révolutionnaires. Exactement. En face, il y a ceux qui voient la chute de Lekdja comme une opportunité historique. Eux, surtout, ils ne veulent pas d'une réconciliation. Ils veulent faire table rase. Ils cherchent à installer un nouvel homme fort, à restructurer complètement les rapports de force. D'ailleurs, un nom circule de plus en plus, celui d'Abdoulaye Fall. Abdoulaye Fall. Il est perçu comme audacieux, capable de prendre à la place vacante et de régner avec la même poigne. C'est une lutte à mort entre la restauration et la révolution. La vraie question n'est jamais le bien du football, mais quel système me profite le plus? On a donc une lutte de pouvoir purement africaine. Mais une organisation comme la CAF, ça n'opère jamais en vase clos. J'imagine que la FIFA a son mot à dire. Or, son président, Gianni Infantino, qu'on disait très très proche de Lekdja, est aux abonnés absents. Pourquoi ce silence? Infantino n'est pas silencieux par choix, il est neutralisé. Il est dans une position extraordinairement délicate. Il faut comprendre qu'une vidéo a fuité à un moment très stratégique. On l'y voit tout sourire juste avant cette fameuse finale U23 qui a tout déclenché, en train de recevoir un maillot des mains de Lekdja. Attendez, une vidéo qui fuite comme par hasard. Mais c'est du chantage pur et simple. Cette image sortie à ce moment précis, ce n'est pas une coïncidence. C'est une méthode de voyou. C'est une méthode de guerre politique. L'image est un message très clair qui lui est adressé. N'intervenez pas, vous êtes aussi impliqué que nous. Votre proximité passée avec cet homme vous interdit d'être un arbitre impartial. D'accord. Il faut se souvenir qu'Infantino lui-même a failli être emporté par plusieurs scandales. Il a dû fermer les yeux sur beaucoup de choses pour consolider son propre pouvoir. Aujourd'hui, d'autres forces au sein même de la FIFA l'ont contraint à mettre la CAF sous très haute surveillance.
Cette surveillance, elle limite la marge de manœuvre de tout le monde, y compris la sienne. Il ne peut plus se permettre le moindre faux pas. Il est pris en otage par son propre passé. Une photo, une poignée de main, et vous neutralisez le patron du football mondial. C'est d'une efficacité redoutable. Pendant que ces deux camps s'affrontent à couteau tiré, le grand rival régional, l'Algérie, doit observer tout ça avec une certaine satisfaction. Est-ce qu'elle se contente de regarder son voisin marocain trébucher? L'Algérie, de son côté, joue un jeu beaucoup plus malin. Menée par Walid Sadi, qui est une voix qui compte au comité exécutif de la CAF, elle se positionne en observatrice. Mais attention, une observatrice extrêmement active. Elle ne se jette pas dans la mêlée. Elle attend que le conflit décante, que les acteurs s'épuisent, mutuellement. C'est une stratégie patiente. Peut-être même un peu trop, non? Il n'y a pas un risque pour l'Algérie, en attendant sur le banc de touche, de se faire complètement marginaliser si jamais les deux camps finissent par se réconcilier? C'est un risque, oui, mais un risque calculé. La stratégie algérienne, ce n'est pas de ramasser les morceaux. C'est de se présenter comme l'alternative crédible une fois que le système actuel se sera effondré. La fédération algérienne attend le moment parfait pour soutenir des figures qui promettront une rupture totale. Une rupture avec ce qu'elle dénonce en privé comme une ère de corruption et de scandale. Donc elle ne veut pas soutenir un camp contre l'autre? Non. Elle veut soutenir ceux qui émergeront des décombres avec un projet de gouvernance, prétendument saine. C'est un pari sur le long terme. Le pari que le système est trop pourri pour survivre à cette crise. En vous écoutant, j'ai l'impression qu'on ne parle plus du tout de football. Le développement du sport sur le continent, la formation des jeunes, les infrastructures, est-ce que ça a encore la moindre importance? C'est brutal, mais la réponse est non. Le développement du football africain est le cadet de leurs soucis. C'est la réalité. Certaines sources parlent même ouvertement, avec un cynisme total, de la volonté de lancer une saison 2, du feuilleton de la corruption et des scandales. Une saison 2. La formule est glaçante. Elle est révélatrice. L'enjeu, ce n'est pas de savoir qui organisera la meilleure compétition. L'enjeu, c'est de contrôler les flux financiers. Les droits télé, qui se chiffrent en centaines de millions de dollars, les contrats de sponsoring, l'influence politique. Voilà ce qui compte. C'est maintenir un système où les intérêts personnels priment sur le jeu. Le football n'est qu'un prétexte. Un magnifique prétexte pour une guerre de pouvoir. Et cette guerre, Fouzi Lekdja, ne l'amène pas seulement sur la scène africaine. Cette fragilité internationale doit forcément avoir des échos au Maroc même. Il est aussi contesté à l'intérieur. Absolument. Le front intérieur est peut-être devenu son plus grand défi. Les chiffres qui circulent, même s'ils sont informels, font état d'environ 70% de l'opinion publique marocaine qui réclamerait son départ. C'est une vague de fond. 70%, c'est énorme. Comment est-ce qu'on se défend face à ça? Son camp ne doit pas rester les bras croisés, j'imagine. Non, bien sûr. En réponse, son camp, qui représenterait les 30 à 40% restants, mène une contre-offensive médiatique d'une intensité folle. C'est une campagne classique de personnification du pouvoir. Le discours est simple. Sans lui, tout s'effondre. La stratégie du moi ou le chaos? C'est exactement ça. On le présente comme l'homme providentiel, l'architecte indispensable de tous les succès récents du foot marocain. On brandit la demi-finale à la Coupe du Monde, l'organisation de la future CAN, mais on nommait soigneusement les controverses, les accusations d'arrogance et surtout les dépenses colossales qui ont accompagné ce règne. On construit une légende pour faire oublier les réalités plus sombres du pouvoir. C'est une stratégie à double tranchant. Soit ça marche et ça ressoude une base de soutien, soit ça accentue encore plus la fracture. Précisément. Et chaque jour qui passe, la fracture semble s'agrandir. Alors, comment cette guerre va-t-elle se terminer? Quel est le prochain acte? L'événement qui nous dira qui a gagné la première bataille? Le signal sera l'annonce officielle du pays hôte de la CAN féminine. C'est l'échéance. Tout se cristallisera autour de cette décision. 2 scénarios sont possibles. Et ils sont diamétralement opposés. Le premier scénario, le plus calme, j'imagine. Scénario numéro 1. Le Maroc est confirmé comme pays hôte. Si ça arrive, ça voudra dire que les tractations aux coulisses ont fonctionné, que les pressions des gardiens de l'ancien ordre ont porté leurs fruits, que Moutsepe et Lekdja ont trouvé un terrain d'entente. Un nouvel accord. Ce serait une restauration. Le baiser de la paix, du moins en public. Et en coulisses? En coulisses, ça voudra dire que le système s'est autopréservé. Une fois de plus. D'accord. Et le second scénario, celui de l'explosion? Scénario numéro 2. L'Afrique du Sud est officiellement désignée pour organiser la compétition, à la place du Maroc. Là, ce ne sera pas une simple décision administrative. Ce sera une déclaration de guerre thermonucléaire. La confirmation publique que la rupture entre Motsepe et Lekdja est totale. Définitive.
Ce sera Motsepe qui appuie sur le bouton rouge et qui dit au monde entier « L'ancien roi est mort ». Et ce sera le début d'une nouvelle phase, beaucoup plus violente et imprévisible. La décision est attendue dans les tout prochains jours. Chaque heure qui passe, la tension monte d'un cran. Donc, en résumé, l'annonce du pays organisateur d'un tournoi de foot féminin, c'est soit un traité de paix, soit une déclaration de guerre totale. C'est fou quand on y pense. Mais au-delà des noms de Lekcha, de Motsepe et de ces luttes de pouvoir, une question demeure. Une question qui flotte au-dessus de tout ce chaos. Une institution si profondément liée aux ambitions personnelles, aux égos et aux manœuvres politiques, peut-elle un jour réellement servir le sport qu'elle est censée promouvoir? Ou bien est-ce que le jeu sur le terrain n'est et ne restera qu'une simple diversion face à la vraie partie, celle qui se joue dans l'ombre, très loin des stades?